Pendant des siècles, l'Empire ottoman a fasciné le monde. Un empire si vaste qu'il semblait impossible à renverser, dirigé par des souverains capables de décider du destin de millions de personnes d'un seul geste. Mais derrière les murs de marbre, derrière les cérémonies et la puissance affichée, une autre histoire se jouait, une histoire que les chroniques officielles ont tenté d'étouffer. Car la véritable menace ne venait pas des armées européennes ni des révoltes lointaines, elle se trouvait au cœur même du palais, dans ses couloirs silencieux, dans ses salles verrouillées, dans les regards échangés à voix basse. Ici, tout pouvait basculer. Un héritier pouvait disparaître, un sultan pouvait être piégé, une rumeur pouvait renverser un trône. C'était un monde où le danger n'avait pas besoin d'épée. Il se cachait dans chaque alliance, chaque promesse, chaque murmure. Et plus on creuse, plus on découvre que ce qui a vraiment façonné l'histoire ottomane, ce ne sont pas seulement les batailles et les conquêtes, mais ces forces invisibles, ces secrets soigneusement dissimulés, ces rivalités qui ont parfois brûlé l'empire de l'intérieur. Mais ce n'est que la surface, parce que ce qui se cache derrière ces murs est bien plus troublant qu'on ne l'imagine. Au cœur d'Istanbul, un lieu concentrait plus de pouvoir, de peur et d'ambition que n'importe quel champ de bataille. Le palais de Topkapi. De l'extérieur, il ressemblait à une forteresse tranquille, presque immobile. Mais à l'intérieur, chaque pierre vibrait d'intrigue. C'était une ville fermée, un univers où personne n'entrait par hasard et où chaque geste avait un sens. Ici, l'ordre n'était pas seulement une question de protocole, c'était une arme. Les couloirs étaient organisés pour impressionner, les portes pour rappeler à chacun qu'il n'était rien face au sultan. Ceux qui servaient dans le palais savaient que la moindre erreur pouvait détruire une carrière, parfois une vie. Mais rien n'était plus intense que ce qui se jouait dans ces zones les plus secrètes. Car le véritable centre du pouvoir ne se trouvait pas dans les salles d'audience, mais derrière des portes verrouillées, dans un espace que presque aucun homme n'osait évoquer sans baisser la voix. Le harem impérial. Loin des fantasmes occidentaux, ce n'était pas un lieu de plaisir, mais un champ de bataille invisible. Chaque femme y recevait une éducation digne des plus grandes cours. Langue, politique, musique, manipulation. Tout servait, car tout pouvait devenir une arme. La plus redoutée de toutes n'était pas une favorite, mais une mère, la validée sultane. Elle ne brandissait pas l'épée, pourtant elle pouvait renverser un vizir, infléchir une décision d'État, orienter une guerre. Plus l'héritier était jeune, plus son influence grandissait, transformant le palais en une arène silencieuse où l'ambition se mêlait à la peur. Et sous cette façade de cérémonie impeccable, un poison circulait. La certitude que chaque naissance, chaque alliance, chaque sourire pouvait décider du prochain sultan. Les rivalités n'étaient jamais frontales. Elles avançaient masquées, mais leurs conséquences, elles, pouvaient renverser un empire. Mais ce premier cercle du pouvoir n'était qu'un début. Parce que plus on s'éloigne du harem, plus on découvre une menace encore plus imprévisible, capable de détruire un sultan en une seule nuit. Si le harem était un champ de bataille discret, la dynastie elle-même était une poudrière prête à exploser. Car chez les Ottomans, la couronne n'était pas un héritage tranquille, elle était un enjeu de survie. Chaque fils du sultan pouvait devenir souverain, ce qui signifiait que chaque frère était aussi un rival. Cette règle implicite a transformé les liens familiaux en pièges silencieux. Pendant des décennies, les successions se sont transformées en guerres fratricides. Les princes n'étaient pas élevés pour gouverner, mais pour se méfier les uns des autres. Pour éviter que l'empire ne s'effondre à chaque décès du souverain, une loi glaçante a vu le jour. Le futur sultan pouvait éliminer ses frères pour le bien du peuple. Une mesure officiellement présentée comme nécessaire, mais qui plongeait la dynastie dans une paranoïa constante. Chaque naissance devenait une menace, chaque silence un calcul. Mais la famille n'était pas la seule menace. Il existait une force encore plus imprévisible,
les janissaires. À l'origine, une élite militaire loyale et disciplinée. Avec le temps pourtant, ils sont devenus l'un des groupes les plus puissants de l'Empire. Leur influence était telle qu'un sultan ne pouvait plus simplement régner, il devait composer avec eux, les flatter, les apaiser ou les craindre. Ce qui devait être un rempart est devenu un volcan. Les janissaires pouvaient faire éclater une révolte pour un impôt, un ordre ou même un simple soupçon de réforme. Ils défendaient leurs privilèges avec une brutalité qui surprenait même les diplomates étrangers. Dans les rues d'Istanbul, un murmure menaçant suffisait pour faire trembler les conseillers du palais. Et quand un sultan tentait de reprendre le contrôle, la situation pouvait basculer en quelques heures. Car malgré les apparences, malgré les cérémonies, malgré les titres, chacun savait une vérité que personne n'osait dire à voix haute. Un souverain qui perdait l'appui des janissaires ne restait jamais longtemps sur son trône. Et justement, un jeune sultan ambitieux allait apprendre cette leçon de la manière la plus brutale qui soit. Parmi tous les souverains ottomans, peu ont tenté de changer les règles du jeu. Mais Osman II, lui, n'avait pas l'intention d'être un sultan comme les autres. À seulement 18 ans, il monte sur le trône avec une ambition farouche. Ramener l'Empire à sa grandeur passée, restaurer une discipline que beaucoup jugeaient perdue. Il était jeune, cultivé, plein d'idées, et persuadé que l'armée devait redevenir l'instrument du pouvoir impérial, pas son maître. Mais la réalité qu'il découvre est bien plus sombre que ce qu'il imaginait. Après une campagne militaire décevante, il comprend que les janissaires ne sont plus cette élite redoutable dont parlaient les chroniques. Ils sont divisés, indisciplinés, fatigués d'obéir. Certains diplomates étrangers murmurent même qu'ils se sentaient désormais au-dessus du sultan lui-même. Pour Osman II, c'est une humiliation insupportable. Alors il prend une décision que personne n'avait osé envisager, créer une nouvelle armée. Une force moderne, loyale, qui pourrait enfin mettre fin au pouvoir grandissant des janissaires. Mais pour mettre son plan en place, il doit agir en secret. Officiellement, il annonce un pèlerinage à la Mecque, un voyage pieux, noble, irréprochable. Officieusement, c'est un prétexte pour quitter Istanbul, recruter des soldats ailleurs et bâtir l'armée qui pourrait renverser l'ordre établi. Mais dans un empire où chaque mur peut avoir des oreilles, les secrets ne survivent jamais longtemps. Une rumeur commence à circuler dans les quartiers des janissaires, puis une autre. Et en quelques jours, la situation explose. Ce que les soldats comprennent, ou croient comprendre, les terrifie. Le sultan prépare leur élimination. La colère se transforme en panique. La panique se transforme en révolte. Un matin, Istanbul se réveille sous les cris de milliers de soldats marchant vers le palais. Les portes cèdent. Le chaos envahit les cours intérieures. Osman II est capturé, humilié, renversé. Et en quelques heures, celui qui voulait réformer l'Empire devient prisonnier de ceux qu'il voulait remplacer. Ce qui suit dépasse tout ce que l'histoire ottomane avait connu. Un sultan en exercice, jeune, ambitieux, est exécuté par ses propres troupes. Un spectacle brutal, inimaginable, qui secoue l'Empire tout entier. Et pourtant, malgré l'horreur de cet événement, ce n'était pas la fin du problème. Car le véritable poison qui rongeait l'Empire allait continuer d'agir dans l'ombre. La mort d'Osman II n'était pas seulement la chute d'un souverain, c'était un signal, une démonstration terrifiante de ce qu'était devenu l'Empire ottoman. Un géant dont les fondations se fissuraient lentement, rongé par des forces qu'il avait lui-même créées. Les courtisans le savaient, les vizirs le savaient, les diplomates étrangers le savaient. Mais personne n'osait dire à voix haute ce que tout le monde pensait. Le pouvoir impérial n'était plus intouchable. Derrière les murs de Topkapi, les intrigues continuaient de s'entrelacer. Le harem restait plus influent que jamais. Les rivalités n'y disparaissaient pas, elles changeaient simplement de forme. Les alliances se nouaient dans l'ombre, se brisaient en silence, et chacune d'elles pouvait influencer une guerre, une réforme, une succession.
Le fameux sultanat des femmes n'était pas une simple parenthèse historique. C'était une mécanique politique qui avait laissé des traces profondes dans le fonctionnement même de l'État. Lorsque la pratique du fratricide fut abandonnée, on pensa mettre fin à la paranoïa dynastique. Mais la solution adoptée créa un autre piège, la cage dorée. Les princes, désormais enfermés pendant des années pour garantir une transition pacifique, arrivaient au pouvoir sans expérience, coupés du monde, parfois brisés psychologiquement. Certains vivaient dans une torpeur étrange, d'autres sombraient dans des obsessions dangereuses. Comment gouverner un empire quand on n'a connu que l'isolement et le silence? Pendant ce temps, les janissaires continuaient d'accumuler du pouvoir. Ils n'étaient plus seulement des soldats, ils formaient une caste entière, ancrée dans l'économie, la politique et même la vie quotidienne d'Istanbul. Chaque tentative de réforme se heurtait à leur influence. Chaque sultan qui essayait de changer le système devait le faire avec une prudence extrême. Certains y ont laissé leur autorité, d'autres y ont laissé leur vie. Le plus troublant, c'est que ces tensions internes, invisibles aux yeux de l'extérieur, expliquent bien plus la lente chute de l'Empire que les grandes invasions ou les guerres célèbres. Ce ne sont pas seulement les ennemis qui menaçaient les Ottomans, c'était l'ensemble de ces forces souterraines, ces rivalités, ces habitudes enracinées qui empêchaient toute modernisation durable. Et pourtant, malgré ce chaos silencieux, malgré les crises répétées, l'Empire a continué de tenir debout pendant des siècles. Ce paradoxe a intrigué historiens, diplomates et voyageurs. Comment un système aussi fragile, aussi divisé, a-t-il pu survivre aussi longtemps? La réponse se trouve peut-être dans ce que l'histoire officielle ne raconte presque jamais. Au fil des siècles, l'Empire ottoman a bâti des villes, conquis des territoires, inspiré des civilisations entières. Mais ce ne sont pas seulement ces victoires qui ont façonné son destin. Ce sont aussi ces drames silencieux, ces luttes de pouvoir internes, ces batailles invisibles menées loin des chroniques officielles. Un empire aussi vaste aurait pu s'effondrer 1000 fois. Pourtant, il a persisté, comme s'il tirait sa force de ses propres contradictions. Car derrière les apparences d'un pouvoir absolu, tout était plus fragile qu'on ne l'imaginait. Le harem dirigeait sans gouverner, les princes grandissaient dans la peur, les janissaires protégeaient le trône autant qu'ils pouvaient le renverser. Chaque décision, chaque crise, chaque rumeur pouvait redéfinir l'équilibre de tout un monde. Et malgré tout cela, l'Empire a survécu assez longtemps pour devenir l'un des plus durables de l'histoire. Mais une question continue de hanter les historiens. Que se serait-il passé si ces forces intérieures avaient été maîtrisées à temps? L'Empire aurait-il poursuivi sa domination? Ou son destin était-il scellé dès l'instant où le pouvoir s'est divisé entre trop de mains, trop d'ambition, trop de secrets? Une chose est sûre, l'histoire ottomane nous rappelle que les plus grandes puissances ne tombent pas toujours sous les coups d'un ennemi extérieur. Parfois, ce sont les murmures derrière une porte close, les décisions prises dans l'ombre et la peur de perdre ce qui semble acquis qui détruisent un empire morceau par morceau. Et si ces secrets vous fascinent autant que nous, dites-le dans les commentaires, parce que l'histoire n'a pas fini de révéler tout ce qu'elle cache encore.